Godou était un loser vierge sans espoir de perdre sa virginité, jusqu'au jour où il a aidé une bad girl à détruire un immortel pour pouvoir coucher, mais a fini par acquérir le pouvoir de détruire tous les dieux et séduire les plus belles déesses de l'Olympe. Tout a commencé lors de son voyage en Italie pour rendre un grimoire à un vieil ami de son grand-père. Alors qu'il se promenait dans la rue, ressemblant à un petit ami perdu chez Sephora, une fille nommée Erika a essayé de le voler. Elle lui a ordonné de lui donner le grimoire, l'accusant d'avoir volé la tablette ancienne, mais Godou a refusé. Juste au moment où il s'apprêtait à expliquer pourquoi il avait la tablette, ils ont entendu un bruit et l'instant d'après, un sanglier géant est apparu. Immédiatement, Erika est partie combattre le cochon suralimenté sous stéroïdes, donnant à Godou la chance de partir. Cependant, au lieu de cela, il décide de jouer les Superman, car il remarque qu'Erika a du mal avec le sanglier. Godou s'est précipité pour sauver Erika, qui était sur le point d'être transportée dans un autre monde en tombant vers sa perte. Ça va, après son sauvetage audacieux, lui et Erika ont regardé le sanglier géant emporté par une tornade, disparaissant presque de la même manière qu'il était apparu. Erika a ensuite expliqué à Godou que le sanglier était une incarnation d'un dieu hérétique, qui avait été invoqué pour provoquer la destruction. Elle a dit que les dieux hérétiques n'existaient que pour apporter le désastre au monde, contrairement à Zeus, le dieu cultivé avec 1000 descendants. Chaque désastre provoqué par les dieux correspondait à leur capacité, et seuls ceux qui possédaient la magie pouvaient les voir, ce qui signifie que Godou possédait la magie. Pendant qu'ils attendaient à la gare, elle a de nouveau demandé à propos du grimoire, et il lui a dit qu'il devait le rendre à Lucrezia Zola. Reconnaissant le nom, Erika l'a informé que la femme était la grande sorcière de Sardina, et a proposé de l'emmener chez elle. Pour aller chez Lucrezia, ils ont pris la voiture d'Erika. La servante conduisait comme si elle était dans une course-poursuite à grande vitesse, et Godou a presque perdu son souffle. Lorsqu'ils sont arrivés chez Lucrezia, ils ont été accueillis par un chat parlant qui leur a accordé l'accès à la résidence. À l'intérieur de la maison, ils ont rencontré Lucrezia attendant en sous-vêtements qui ne laissaient rien à l'imagination. L'apparence de la femme a choqué Godou car il avait supposé qu'elle serait une vieille sorcière ridée dont le passe-temps était de manger des enfants. Pas un mannequin de Victoria's Secret. Finalement, il se remit de son choc et lui tendit le grimoire, alors elle lui demanda s'il avait rencontré quelqu'un en chemin. Godou se souvient comment, alors qu'il se rendait pour aider Erika contre le sanglier, il a rencontré un type mystérieux qui lui a dit de garder la tablette et lui a laissé plus de questions que de réponses. Il lui a parlé du mystérieux type et Lucrezia lui a immédiatement rendu le grimoire, disant que les dieux souhaitaient qu'il le garde. Cette nuit-là, Erika s'est enivrée et s'est évanouie, alors Godou l'a aidé à se coucher. Mais quand il a essayé de partir, il a découvert que Lucrezia avait verrouillé la porte dans l'espoir qu'ils effectueraient le rituel de clapping. Malheureusement pour le pauvre Godou, quand Erika s'est réveillée le matin, elle a réinitialisé son cerveau avec un coup de poing. Godou a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais avant qu'il ne puisse, ils ont entendu un bruit fort venant de l'extérieur. Immédiatement, Erika s'est habillée et s'est précipitée dehors avec Godou pas loin derrière. Et ils ont été surpris de trouver un géant de pierre passant devant. Erika l'a interpellé et l'a supplié de s'arrêter, ce qu'il a fait, même s'il lui a dit que c'était impoli d'arrêter un dieu. Elle s'est excusée auprès de lui et lui a demandé s'il était Melkat, alors il lui a dit qu'il l'était. Mais leur conversation a été interrompue lorsqu'un éclair l'a frappé. Melkat a ensuite continué son chemin, mais Erika a dit à Godou qu'elle allait de l'avant pour l'empêcher de combattre un autre dieu. Cependant, Godou a insisté pour y aller, alors elle a demandé à Ariana de les conduire là où Melkat était allé. En y allant, Godou s'est rappelé ce que Lucrezia lui avait dit sur la façon dont le grimoire détenait le pouvoir de voler l'autorité d'un autre dieu. Elle a également dit qu'il avait une incarnation du dieu Veretragna qui était très puissant. Lorsqu'ils ont rattrapé Melkat, il avait déjà rencontré Veretragna et Erika a été surprise lorsque Godou a reconnu Veretragna. Alors que les deux dieux se préparaient à se battre, Erika s'est interposée entre eux, essayant de les convaincre d'annuler le combat. Cependant, ils lui ont dit de dégager si elle ne voulait pas finir comme un tapis humain. Veretragna a même tenté de la frapper avec la foudre, mais Godou l'a poussée hors du chemin juste à temps. Déterminé à la protéger, il a décidé de faire équipe avec Melkat et a promis de l'aider à vaincre Veretragna. Étonnamment, Veretragna a soutenu leur alliance et a dit à Godou qu'il avait fait le bon choix. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'essayer de les frapper de nouveau avec le tonnerre. Heureusement, Melkat avait déjà anticipé cela, alors il a créé un bouclier protecteur autour d'eux. Refusant d'abandonner, Veretragna a invoqué son épée dorée, qui avait le pouvoir de rendre le pouvoir d'un dieu inefficace et de traverser le bouclier. Voyant ce qui se passait avec le bouclier, Erika a essayé de convaincre Godou de fuir, mais il lui a dit qu'il était temps de tester si son armure d'intrigue était plus épaisse que la sienne. Alors, elle l'a embrassé sur la joue, disant que c'était un porte-bonheur. Une fois que le bouclier s'est brisé, Godou a libéré les talons du grimoire pour attaquer Veretragna. Cependant, comme c'était à l'origine l'incarnation de Veretragna, il est resté indemne et a traité Godou d'imbécile pour avoir risqué sa vie. En réponse, Godou a révélé qu'il avait utilisé les talons pour le distraire de son véritable objectif,
voler l'épée d'or. Erika a embrassé Godu et toute la zone a été enveloppée d'une lumière dorée. De nombreuses épées dorées étaient éparpillées autour de l'endroit et l'une d'elles transperça Veretragna à la poitrine, l'éliminant finalement. Utiliser l'épée affaiblit Godu, alors il s'évanouit et se retrouva dans un état semblable à un rêve. Là, il a rencontré quelqu'un nommé Pandora, et elle lui a dit que puisqu'il avait tué un dieu, il devait renaître comme un campionné quelques jours plus tard. Pendant que Godu se préparait pour l'école, il a réalisé qu'Erika dormait dans son lit. Pire encore, la fiche était aussi dévêtue que le jour de sa naissance, et ne semblait pas dérangée qu'il puisse tout voir ce que sa maman lui a donné. Repoussant les envies culturelles qui envahissaient son esprit, Godu convainquit la fille écervelée de s'habiller. Quand ils sont descendus, sa sœur a demandé pourquoi une fille aussi attirante accepterait de passer la nuit avec un idiot sans charme comme lui. Godu ignora sa remarque et essaya d'expliquer la situation, mais il se rendit vite compte qu'il aurait plus de chances de résoudre la faim dans le monde que de gagner une dispute avec des femmes. Il a ensuite été révélé que le regarder tuer un dieu a rendu Erika si excitée qu'elle est tombée amoureuse de lui et a insisté pour le suivre au Japon. Plus tard à l'école, Goto a reçu le choc de sa vie lorsque leur professeur a présenté Erika comme leur nouvelle camarade de classe. Pour aggraver les choses, la fille amoureuse a annoncé que Goto était son futur mari, choquant tout le monde. Sans réfléchir, Goto a traîné Erika hors de la salle de classe, mais a été surpris lorsqu'il s'est tourné pour lui parler et a vu qu'elle avait attrapé quelqu'un d'autre. La fille qu'il avait attrapée s'appelait Yuri et pour une raison étrange, il a décidé de rentrer chez lui avec elle après l'école. Avant qu'ils n'aient parcouru beaucoup de chemin, ils ont été approchés par un homme qui s'est présenté comme Amaterasu et les a emmenés tous les deux avec lui dans un temple voisin où il a expliqué pourquoi il les avait approchés. Il a dit qu'il venait d'une organisation gouvernementale chargée de gérer les incidents liés aux dieux ou à la magie. Il a averti Goto d'être prudent avec Erika car il croyait qu'elle était venue au Japon parce qu'elle voulait convaincre Goto de rejoindre son organisation en Italie et pour d'autres raisons qu'il n'avait pas encore découvertes. Après sa rencontre inattendue avec Amaterasu, Goto est rentré chez lui, mais son esprit était troublé car l'avertissement d'Amaterasu au sujet d'Erika lui laissait plus de questions. Voir Erika sur son lit en entrant dans sa chambre l'a fait craquer. Alors, avant qu'elle ne puisse dire ce qu'elle voulait dire, il a décidé de la confronter, lui demandant quelles étaient ses véritables motivations pour venir au Japon. Pour répondre à sa question, Erika a promis de lui dire tout ce qu'il souhaitait savoir, à condition qu'il sorte avec elle. Ne voyant aucun inconvénient à sa demande, Goto a accepté, mais à sa plus grande surprise, leur soi-disant rendez-vous était un voyage au Colisée en Italie. En attendant qu'Erika vienne commencer leur étrange rendez-vous, une fille mystérieuse a approché Goto, lui demandant de la défier en duel. Confus quant à la raison pour laquelle elle voulait se battre avec lui, il lui a dit qu'il n'était pas intéressé, ce qui l'a ennuyé, alors elle lui a dit qu'il n'était pas digne d'être un campion puis a disparu. Erika est arrivée peu après avec 3 hommes qui voulaient voir ce dont le 7e campion était capable. Après avoir expliqué à Goto pourquoi les hommes étaient là, Erika a invoqué son épée et a chargé l'idiot sans méfiance. Bien qu'il fût choqué, Goto a réussi à esquiver ses attaques sans avoir à riposter, mais quand elle a invoqué un énorme lion d'acier pour se battre à sa place, il a décidé qu'il était temps de faire ressortir son gladiateur intérieur. Utilisant les capacités qu'il a héritées de Veretragni, il a capturé le lion et l'a plaqué au sol, mais il s'est relevé. Pour éviter d'être déchiqueté par la bête puissante, Goto a activé les pouvoirs de rapace et a commencé à bouger aussi vite que Barry Allen, évitant les attaques du lion. Voyant cela, Erika se concentra et transforma le lion en son épée avant de créer une tornade magique. Indifférent à ces théâtrales, Goto dit à Erika qu'il ne se retiendrait pas et lui conseilla d'esquiver son attaque imminente. L'instant suivant, il libéra un sanglier gigantesque qui fonça sur Erika. Le sanglier chargea dans le Colisée, le réduisant en miettes. Goto lui a sauté dessus, la renversant instantanément. Sa performance a impressionné les 3 hommes et ils ont permis à Erika de lui remettre une pierre mystérieuse. Erika lui a ensuite dit qu'elle était avec lui parce qu'elle l'aimait et non parce qu'il était une mission donnée par son organisation. Pendant ce temps, Amaterasu a rencontré Yuri et l'a informé qu'un dieu était en mouvement pour faire quelque chose. Il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais il était sûr que Goto serait impliqué et qu'il devait être préparé. Ailleurs, la mystérieuse fille qui avait essayé de faire combattre Goto dans le Colisée se tenait au sommet d'un bâtiment, regardant la ville comme si elle était aussi un dieu hérétique, et sa mission au Japon était de trouver le Gorgonéon. Le lendemain, Yuri s'est approché de Goto et lui a demandé de lui parler en privé, alors pendant sa pause déjeuner, il est monté sur le toit. Là, Yuri a demandé s'il avait vu un trésor sacré appelé le Gorgonéon, et Goto lui a dit qu'il ne l'avait pas vu. Curieux de savoir ce que c'était, il a demandé à Yuri de décrire à quoi cela ressemblait, et elle l'a fait. Elle lui a dit que cela ressemblait à un petit médaillon en pierre, alors Goto a sorti le médaillon en pierre qu'Erika lui avait donné et le lui a montré. Quand Yuri a vu le médaillon, elle a soit été choquée, mais elle lui a dit que la déesse qui en était propriétaire le cherchait et que le monde serait détruit si la déesse le trouvait.
Après l'école, Yuri et Goto sont allés au temple, et pendant qu'ils parlaient, Yuri a révélé quel genre de catastrophe frapperait le monde si la déesse obtenait le Gorgonéion. Selon elle, il y avait une prophétie qui prédisait que lorsque l'événement catastrophique surviendrait, le ciel serait sans étoiles. La prophétie avait été transmise par la princesse Alice, une prêtresse qui avait atteint le niveau le plus élevé au ciel. Yuri disait que les prophéties d'Alice ne se trompaient jamais et ajoutait que si la déesse obtenait le Gorgonéion, elle serait corrompue par son pouvoir écrasant. Erika arriva bientôt, et après qu'il lui a raconté ce dont ils avaient discuté avant son arrivée, elle admit que Yuri avait raison. Il a également été convenu que Yuri utiliserait ses pouvoirs pour localiser la déesse, dont la véritable identité était Athéna. Quand Yuri l'a localisée, Goto et Erika sont partis à sa rencontre, et Goto a été surpris de voir qu'elle était la même fille qu'il avait approchée au Colisée en Italie. Sentant qu'il n'était pas avec le Gorgonéion, Athéna a attaqué le duo sans méfiance. Heureusement, les sens aiguisés d'Erika se sont activés à ce moment-là, et elle a bloqué l'attaque avec son épée. Changeant de tactique, Athéna a utilisé la magie pour piéger Erika. Puis il est allé après Goto, lui donnant le baiser de la mort. Le baiser était une excuse pour administrer un poison mortel dans son système qui l'affaiblirait lentement jusqu'à ce qu'il meure. Après s'être libéré, Erika transforma sa fausse Excalibur en lance et chargea Athéna, la combattant de toutes ses forces. Malheureusement, tous ses efforts furent vains, car Athéna ne la considérait pas comme une adversaire digne puisqu'elle n'était pas la championne. Pourtant, Erika continua d'attaquer et lança sa lance sur Athéna, mais elle se brisa avant de la toucher. Refusant d'abandonner, Erika ramassa les morceaux et les utilisa pour enfermer Athéna. Pendant que ce combat à sens unique se poursuivait, Yuri se dirigea vers l'endroit où elle comptait sceller le Gorgonéion. Avant d'y arriver, elle fut interceptée par Liliana qui lui demanda de remettre le Gorgonéion. Yuri a refusé, alors Liliana a tenté de l'attaquer et de le prendre par la force, mais Amaterasu est arrivé en voiture à ce moment-là, se sentant comme Dominique Totoro. Son arrivée soudaine a distrait Liliana assez longtemps pour que Yuri crée une barrière en forme de cage autour d'elle, la piégeant là. Plus tard, Goto s'est réveillé sur les genoux d'Erika et a demandé où était Athéna, alors Erika lui a dit que la déesse était partie continuer sa recherche du One Piece. Espérant lui faire comprendre pourquoi le médaillon était si important pour Athéna, elle l'a embrassé pour lui transférer le savoir. Il se trouve que le monstre Gorgonéion s'appelait Méduse, et après que le héros Persée l'ait vaincu, sa tête a été donnée à Athéna. Athéna a ensuite placé la tête de Méduse dans l'un de ses boucliers magiques, et c'est ainsi que le médaillon a vu le jour. Erika était encore en train d'expliquer les choses à Godu lorsque le ciel est devenu noir comme de l'encre, leur faisant réaliser qu'Athéna était déjà en train de passer à l'action. La fillette a même envoyé ses hiboux pour chercher le médaillon, espérant ainsi réduire le temps qu'elle passerait à le chercher. Après avoir vu ce qu'elle avait fait au ciel, Godu et Erika se sont précipités pour rencontrer Yuri, qui les avait appelés juste au moment où elle se préparait à sceller le Gorgonéion. Pendant l'appel, Godu a informé Yuri qu'elle était en danger, car Athéna avait probablement trouvé sa position. Il lui a dit d'appeler son nom de tout son cœur si les choses devenaient incontrôlables, promettant de venir à son secours comme son génie personnel. Quand Godu a terminé l'appel, lui et Erika ont abandonné leur voiture, décidant de continuer le voyage en battant le record de Usain Bolt. Erika a demandé à Godu s'il avait l'intention d'utiliser sa capacité de vent pour venir en aide à Yuri quand elle l'appellerait, et il lui a dit que oui. Cependant, il a admis qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire, car il s'habituait encore à ses nouveaux pouvoirs et à leur fonctionnement. Pendant ce temps, Athéna a trouvé Yuri et l'a vaincu facilement. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Liliana est arrivée et a essayé d'aider Yuri. Malheureusement, elle n'était pas à la hauteur de la puissance d'Athéna et s'est fait battre de la même manière que Yuri. Athéna a ensuite récupéré le Gorgonéion et l'a utilisé pour revenir à sa véritable forme, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas encore à pleine puissance. Voyant ce qu'Athéna faisait, Yuri a appelé Godu comme il le lui avait demandé et il est venu, comme il avait promis, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Après cet acte de chevalier en armure étincelante, la petite bande de wannabe Avengers s'est préparée à affronter Athéna. Malheureusement, Yuri a commencé à tousser et à ressentir de la douleur. Alors Athéna a admis qu'elle l'avait empoisonné avec son brouillard mortel, qu'elle avait inhalé peu avant l'arrivée de Godu. Gardant son calme, Godu a invoqué l'épée d'or pour l'utiliser afin de neutraliser le poison dans le système de Yuri, car elle avait le pouvoir d'annuler le pouvoir d'un dieu. Une fois que Yuri allait bien, il s'est transporté avec Athéna dans la dimension avec les épées dorées et l'a chargée. Comme Yuri ne comprenait pas où était Godu, Erika expliqua que Godu avait activé son expansion de domaine et avait attiré Athéna dans un lieu où il pouvait se battre librement sans souci. À l'intérieur de la dimension dorée, Athéna a invoqué 2 grands serpents pour combattre Godu, mais il les a transformés en pierre avec son épée. Il l'a ensuite attaqué à nouveau et a continué jusqu'à ce qu'il réussisse à l'affaiblir
et la dimension a disparu. Comme la déesse était toujours en vie, Erika a passé sa lance à Godu et il l'a lancée sur Athéna. Cette action a entraîné une explosion qui a gravement blessé Athéna et l'a forcée à revenir à sa forme plus jeune. Cependant, au lieu de l'achever, Godu lui a demandé de partir et de ne jamais revenir, sauf si elle était prête à rejoindre Veretragna dans l'au-delà. Après tout le fiasco, Amakassu a passé un appel à son organisation pour les informer que la menace avait été neutralisée par Godu. Cependant, il ne croyait pas que c'était le désastre que la princesse Alice avait prédit, car cela avait été résolu bien trop rapidement. Quelques jours plus tard, Yuri a eu une vision dans laquelle elle a vu Liliana s'incliner devant un homme mystérieux. Liliana lui a demandé s'il était enfin temps de commencer leur plan, et l'homme lui a dit de procéder, en mentionnant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Juste à ce moment-là, Yuri a ouvert les yeux et a essayé de comprendre ce que signifiait la vision. Quand elle est arrivée à l'école plus tard, elle a rencontré Erika assise sur les genoux de Godu et a regardé avec le reste de la classe alors que Godu essayait de faire lever Erika. Bien sûr, Erika a refusé, disant à Godu d'arrêter de faire semblant de ne pas mourir d'envie de lui arracher ses vêtements. Quand elle a commencé à insinuer qu'ils avaient passé la nuit à faire du sport ensemble, Godu a réalisé que la fille folle avait de mauvaises intentions. Juste au moment où il s'apprêtait à interroger ses intentions, Yuri est soudainement apparu à leur côté et a commencé à les gronder. Elle a dit qu'il était inapproprié pour eux d'utiliser la classe comme leur nid d'amour personnel et a spécifiquement demandé à Erika d'arrêter d'agir comme si elle travaillait dans la rue pour gagner sa vie. En réponse à sa déclaration, Erika a dit qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait, car son corps et son épée appartenaient à Godu. Plus tard, toute la classe a regardé Erika lancée comme une joueuse de baseball professionnelle, et Yuri a demandé à Godu si Erika utilisait de la magie pour améliorer ses lancers. Il lui a dit qu'Erika ne faisait pas ça, mais à cause de sa certitude, Yuri a demandé quand il avait commencé à faire aveuglément confiance à Erika. Godu lui a dit que c'était parce qu'il savait qu'Erika était tout en parole et pas en acte, et que son air de dur n'était qu'un acte. Au milieu du discours, Erika a interpellé Godu, lui demandant d'être le lanceur pour son prochain match. Mais il a refusé, alors elle a essayé de le provoquer pour qu'il change d'avis en se moquant de lui. Pourtant, Godu a refusé sa demande. Alors la fille sournoise a défié Yuri à un match pour l'énerver à la place. Godu a essayé de faire reculer Erika, mais elle l'a ignoré comme Ozai a ignoré Zuko toute sa vie et a commencé à taquiner Yuri. Yuri a accepté de jouer contre Erika, mais l'a averti de ne pas la sous-estimer. N'ayant pas le choix, Godu a accepté d'être le receveur pour le match. Mais avant de commencer, Yuri a utilisé l'observation Haki pour voir comment le jeu se déroulerait. Elle en a parlé à Godu, qui a immédiatement conçu un plan pour assurer leur victoire sur Erika. Le seul problème avec ce plan parfait était Yuri, car ses coups étaient presque aussi faibles que le jeu de Tonri. Et la balle a passé au-dessus d'elle pour atterrir dans la main de Godu. Après la deuxième frappe, Godu lui avait dit de ne faire un swing que lorsqu'il lui donnerait un signal, mais cela n'a pas bien fonctionné. C'était parce que quand Erika a lancé à nouveau et que Godu a donné le signal, Yuri a frappé non seulement la balle, mais aussi les précieux bijoux de famille de Godu. Pendant ce temps, sur le site du cratère créé par le combat de Godu et Athéna, Amakassu a rencontré Liliane. Il lui a demandé ce qu'une chevalière de bronze de la Croix Noire de bronze faisait au Japon, et elle lui a dit qu'elle était passée sur un coup de tête, après quoi elle est partie. De retour à l'école, Godu et les filles sont montées sur le toit pour déjeuner. Quand ils ont remarqué le grand bento de Yuri, Godu a mentionné qu'il ne savait pas qu'elle avait un si grand appétit. Yuri a expliqué qu'elle avait fait trop de nourriture et voulait la partager avec eux. Erika a rapidement attrapé un morceau de rouleau d'œuf et en a pris une bouchée, mais elle s'est plainte qu'il n'était pas assez moelleux. Godu lui a dit de se taire, soulignant qu'elle ne savait même pas faire bouillir un œuf, puis il a loué les compétences culinaires de Yuri. Cela a poussé Erika à taquiner Yuri, en suggérant qu'elle essayait de séduire Godo avec sa cuisine. Bien sûr, Yuri a nié, affirmant que son seul objectif était de guider Godo. Curieuse, Erika a demandé à Yuri si elle possédait un téléphone portable, ce à quoi Yuri a admis qu'elle n'en avait pas. Erika lui a conseillé d'en avoir un, car cela lui permettrait de parler à Godo quand elle le souhaitait. La chose surprenante a été qu'elle a demandé à Godo d'accompagner Yuri, ce qui a bouleversé la fille au point qu'elle a trouvé une excuse pour partir. Dès qu'elle est partie, Erika a informé Godo qu'elle ne lui permettait de garder Yuri à ses côtés que grâce à sa capacité spéciale. Après l'école, Godo a accompagné Yuri dans un magasin de téléphone pour qu'elle puisse en acheter un, mais elle se sentait timide et mal à l'aise. Quand il lui a montré son téléphone, elle a décidé d'acheter le même modèle pour qu'il puisse lui apprendre à l'utiliser. Pendant que Godo est allé parler à un membre du personnel, Yuri a senti une présence à proximité, mais quand elle a regardé dans cette direction, la personne était déjà partie. Après avoir acheté le téléphone, ils sont allés dans un parc où Godo a montré à Yuri comment le configurer. Une fois qu'elle a compris, elle a appelé son téléphone pour partager son numéro et lui a demandé de l'appeler si quelque chose se passait avant qu'elle ne rentre chez elle. Quand Godo est rentré chez lui, il a reçu un appel de Salvatore Doni, un autre campionné qu'il avait affronté alors qu'il était en Italie. Salvatore a informé Godo qu'un campionné visitait le Japon et lui a conseillé de le défier en duel, affirmant que cela le rendrait plus fort. Au moment où les mots ont quitté sa bouche,
Godo a raccroché et a appelé Yuri pour lui demander son avis à ce sujet. Yuri était dans la salle de bain quand son appel est arrivé, mais avant qu'elle ne puisse décrocher son téléphone, Liliana est soudainement apparue et l'a assommée. Quand elle s'est réveillée plus tard, elle était dans la pièce qu'elle avait vue dans sa vision, et l'homme mystérieux, Liliana, avait juré de se présenter comme Vauban. C'était l'autre championne dont Salvatore avait parlé à Godo, et sa mission au Japon était de libérer un dieu hérétique qu'il souhaitait combattre parce qu'il s'ennuyait. Il a demandé à Yuri de libérer le dieu puisqu'elle était celle qu'il avait scellée il y a 4 ans, ce qui l'a surprise. Des heures après que Yuri ait été emmené par Liliana, Amakasu a appelé Godo et Erika au temple et les a informés de ce qui s'était passé. Il les a suppliés de ramener Yuri, alors ils lui ont demandé de leur donner toutes les informations qu'il avait sur Vauban et où le trouver. Pendant qu'ils discutaient des plans de sauvetage, Yuri était assise dans la pièce où elle avait été placée, se remémorant la conversation qu'elle avait eue avec Vauban plus tôt. Elle avait refusé avec véhémence de libérer le dieu, mais Vauban avait dit qu'elle n'avait pas le choix dans cette affaire. En réponse, Yuri a menacé de mettre fin à sa vie s'il continuait à insister pour qu'elle libère le dieu, mais Vauban l'a assuré que sa menace n'avait aucun poids. Pour prouver son point de vue, il a invoqué ses serviteurs morts et a expliqué que son pouvoir lui permettait de contrôler les morts. Donc même si elle mettait à exécution sa menace, il contrôlerait simplement son âme pour faire sa volonté. Intrigué par son pouvoir, Yuri a utilisé sa capacité pour regarder dans l'âme de Vauban et a appris que le dieu qu'il avait tué et dont il avait hérité l'autorité était Osiris, un dieu égyptien qui régnait sur le royaume des morts. Plus tard dans la journée, Erika et Godo sont arrivés à la résidence de Vauban et comme prévu, ils n'ont pas reçu un accueil chaleureux. Alors qu'ils combattaient les marionnettes mortes de Vauban qui les attaquaient, une autre est allée informer Vauban de leur arrivée. Vauban a ordonné qu'ils soient traités rapidement. Après avoir repoussé la première vague de guerriers, Godo et Erika ont rencontré une sorcière qui a invoqué un golem. Godo a essayé d'utiliser son bélier quand le golem s'est avéré gênant, mais Erika a expliqué qu'il suffisait de changer les mots sur son front. Quand elle a eu une ouverture, elle en a tranché un, ne laissant que 4 lettres, ce qui se traduit par mort et a causé l'effondrement du golem. Alors que le combat faisait rage, Liliana a pris du thé pour Yuri et lui a dit que Godo et Erika avaient pris d'assaut l'endroit. Yuri fut momentanément sans voix, alors Liliana continua à parler et dit que Godo était similaire à Vauban. Elle a dit qu'il ne se souciait que du frisson et de l'adrénaline que le combat lui procurait, mais Yuri n'était pas d'accord. Elle a demandé à Liliana de ne jamais comparer Godo à ce frère de sang à bas prix, affirmant fermement que Godo n'était pas aussi violent que les autres championnes. Pourtant, Liliane a soutenu qu'il l'était parce qu'il avait reçu ses pouvoirs de la même manière que les autres, et il était normal pour eux de désirer un bon combat. Soudain, elle a changé de sujet et a demandé à Yuri de se purifier, car le rituel allait bientôt commencer et elle devrait invoquer le dieu. Ailleurs dans le bâtiment, Erika a conseillé à Godo de garder son autorité pour son combat contre Vauban et a éliminé le dernier serviteur de Vauban à l'aide de son lion d'acier. Avant qu'il n'atteigne Vauban, un autre mage sous ses ordres a essayé de les éliminer, mais Erika s'est rapidement débarrassée de lui. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce de Vauban, il a exigé de savoir pourquoi ils étaient venus, et Godo lui a dit qu'il était venu pour son ami. L'homme a dit à Godo qu'il ne pouvait pas prendre Yuri, parce qu'elle était un atout précieux pour lui, et qu'il ne se séparait jamais de choses précieuses pour lui. Cependant, il a dit à Godo que s'il apportait quelque chose de valeur égale à Yuri, il envisagerait de faire un échange. Peu intéressé par les jeux d'esprit stupides de Vauban, Erika a suggéré à Godo de suivre le conseil de Salvatore. Comme elle a appelé Salvatore le proche ami de Godo, la curiosité de Vauban a été piquée et il lui a demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire par là. Erika lui a dit qu'après que Salvatore et Godo se soient rebattus en Italie, ils ont créé des liens en se respectant mutuellement pour leurs capacités. Espérant perturber Vauban, elle a révélé que Salvatore avait conseillé à Godo de le défier en duel et de montrer qu'il était un vestige du passé. Son plan a fonctionné à merveille, car avant que Godo ne puisse réfuter ses affirmations, Vauban a mordu à l'hameçon. Il a demandé à Godo s'il était celui qui avait tué Athéna, et Godo a expliqué qu'il l'avait laissé vivre. Agacé, Vauban a révélé qu'il avait eu l'intention de traquer Athéna. Vauban a claqué des doigts, et l'instant d'après, Liliana et Yuri sont apparus dans la pièce. Il a dit à Godo qu'ils allaient jouer à cache-cache, expliquant qu'il leur permettrait d'emmener Yuri, mais il a ajouté qu'ils avaient seulement 30 minutes pour aller le plus loin possible avant qu'ils ne commencent à les poursuivre. Il leur a dit que la seule façon pour eux de gagner le jeu était d'éviter d'être attrapés par lui jusqu'au lever du soleil. Après avoir accepté le jeu fou de Vauban, Godo et les filles sont partis. Mais alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Erika a pris la parole. Elle a dit à Godo que s'ils ne combattaient pas Vauban et ne le battaient pas, ils continueraient à fuir pour le reste de leur vie. Godo lui a dit qu'il était pleinement conscient de la situation. Il a ensuite demandé si elle avait des informations sur les autorités de Vauban, mais elle a expliqué que Vauban avait déjà tué son dieu avant que l'ordre des chevaliers ne soit établi. À ce moment-là, Yuri est intervenu, les suppliant de s'échapper pendant qu'elle retournait auprès de Vauban, car il voulait seulement qu'elle fasse une invocation. Erika a répondu fermement
en déclarant qu'il n'y avait aucune chance qu'elle survive au rituel, en leur rappelant que celui que Yuri avait effectué il y a 4 ans avait entraîné la mort de plus de 30 personnes. Au moment suivant, l'alarme d'Ariana s'est déclenchée, signalant la fin de leurs 30 minutes d'avance. Et presque immédiatement, les loups de Vauban sont apparus derrière eux. Erika a alors ordonné à Ariana de les déposer dans un endroit vide afin d'éviter des victimes pendant qu'ils combattaient. Après qu'elle les ait déposés, ils ont couru vers un espace ouvert avant de se tourner pour faire face aux loups. Cependant, Erika a empêché Godou d'utiliser son étalon. Au lieu de cela, elle a utilisé une imitation du désastre de la chaîne céleste pour libérer son épée sur les loups. Vauban est apparu presque immédiatement devant eux et a invoqué plus de ses serviteurs morts, qui étaient tous de grands chevaliers de leur vivant. Godou a ensuite invoqué son étalon, qui a anéanti les chevaliers dans une boule de feu. Mais quand il s'est approché de Vauban, il s'est transformé en loup et a avalé la boule de feu entière avant d'invoquer plus de chevaliers pour se battre. Quand Erika a commencé à se battre contre eux, Godou lui a crié qu'ils allaient se regrouper. Puis il a pris Yuri dans ses bras et s'est enfui à une vitesse fulgurante grâce au pouvoir de son rapace. Erika a combattu jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de s'échapper de Vauban et de son armée de morts vivants, mais elle a rencontré Liliana et elles ont commencé à se battre. De l'autre côté de la ville, Godou a cessé de courir et Yuri a essayé de le soigner avec sa magie. Mais il a expliqué qu'en tant que championne, la magie ne l'affectait pas. Il a dit que la seule façon dont elle serait efficace était si elle lui était injectée directement, ce qui a rappelé à Yuri toutes les fois où Erika l'avait embrassée sans vergogne, car elle a réalisé que c'était la raison du baiser. Se sentant embarrassée, Yuri a commencé à rougir et a admis qu'elle avait toujours cru qu'Erika n'était rien d'autre qu'une fille facile à cause de combien elle l'embrassait. Yuri a ensuite commencé à frotter sa poitrine de haut en bas avec ses mains pour aider à soulager la douleur. Pendant qu'elle faisait cela, Godou lui a dit que s'il devait trouver Vauban, il devait se débarrasser de sa forme de loup. Juste au moment où Yuri commençait à s'excuser de ne pas avoir d'informations sur les autorités de Vauban, elle eut soudain une vision. Dans la vision, elle vit le visage d'une statue dorée, mais avant qu'elle ne puisse l'expliquer à Godou, Mikasa les interrompit et leur dit qu'Erika était en danger. Pendant ce temps, alors que le combat entre Erika et Liliana s'intensifiait, Erika demanda à Liliana pourquoi elle travaillait pour cet épouvantail ambulant. Liliana répondit que son grand-père l'avait forcée à entrer au service de Vauban parce qu'Erika avait séduit Godou pour qu'il fasse d'elle sa chevalière. Juste au moment où Liliana s'apprêtait à attaquer à nouveau Erika, Yuri l'interpella depuis un balcon, la suppliant d'arrêter. Elle expliqua que si Liliana s'unissait à eux, Godou l'accepterait volontiers, car il n'était pas comme Vauban. Alors que Liliana déclarait qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle abandonne son maître, une rafale de vent fit balancer un panneau vers Yuri. Heureusement, Liliana l'a rapidement coupé en deux avec son épée avant qu'il ne puisse la frapper. Elle s'est ensuite dirigée vers Erika dans une autre tentative d'attaque. Cependant, elle a hésité quand Erika a mentionné le livre caché au fond de son tiroir de chambre. Elle a dit à Liliana que si quelque chose devait lui arriver, les gens le sauraient parce qu'elle l'avait inclus dans son testament. Donc Liliana a abandonné. Godou et Yuri, qui avaient observé leur interaction, ne comprenaient pas de quoi ils parlaient, mais Godou a suggéré à Yuri de leur parler de sa vision pour que Liliana les aide avec les informations qu'elle avait. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus à Vauban et Liliana lui a dit qu'elle en avait assez de faire son sale boulot. Vauban s'est alors transformé et a essayé de les étouffer avec son souffle horrible. Immédiatement, Erika a embrassé Godou, lui insufflant assez de son énergie magique pour qu'il puisse invoquer son épée. Après avoir sorti l'épée, une aura dorée les a entourés, laissant Vauban perplexe quant à sa source de pouvoir. Godou lui a dit que le pouvoir qu'il utilisait appartenait à Apollon, le dieu du soleil. Depuis qu'Apollon avait été scellé sur Terre aux côtés d'Artémis, il est devenu une incarnation de la lumière et de la Terre. Cette transformation lui a accordé le pouvoir de commander au loup, et lorsque Vauban a pris sa vie, cette autorité lui est passée. Vauban a chargé Godou après avoir été frappé par les petites épées, mais il n'était pas de taille face à la mer déferlante d'épées, ou à Godou lui-même. À la fin, l'autorité de Vauban lui fut retirée et il reprit sa forme humaine. Il convoqua alors ses chevaliers, espérant que l'épée de Godou aurait le pouvoir de le dépouiller de ses dernières capacités. Alors que les chevaliers commençaient leur assaut, Erika et Liliana se précipitèrent aux côtés de Godou pour l'aider dans le combat. Pendant le combat, Yuri a eu une autre vision, alors elle a appelé Godou, lui disant de refaire son épée pour convenir à Osiris et Apollon, car les deux dieux étaient similaires. Godou a essayé de faire cela, mais a eu du mal, amenant Erika à dire que c'était parce qu'il ne connaissait pas Osiris, et que, de ce fait, il serait difficile de recréer l'épée. La seule façon d'aider Godou était de lui transférer la connaissance. Alors Erika a fait un clin d'œil à Yuri, laissant entendre qu'elle était celle qui devait l'embrasser. D'abord, elle a hésité, mais quand elle a vu Godou avoir du mal à contrôler l'épée, elle s'est précipitée vers lui.
Après lui avoir fait un discours inutile sur le fait qu'elle ne voulait plus être un personnage secondaire, elle l'a embrassé. Bien que ce soit une tâche facile, ils ont eu du mal à se connecter. Alors Yuri a suggéré de faire battre leur cœur à l'unisson avant de prendre les devants et d'approfondir le baiser. Le moment suivant, la zone était à nouveau couverte d'or et Godou a libéré les petites épées sur les chevaliers de Vauban. Les filles ont commencé à célébrer, croyant que Vauban avait enfin été dépouillé de son autorité. Mais Godou a senti que ce n'était pas le cas, et avant qu'il ne puisse le leur dire, il a été lancé à travers le champ contre un mur. Vauban a félicité Godou pour avoir vaincu ses chevaliers alors qu'il invoquait 3 esprits, que Yuri a reconnus comme des divinités météorologiques. Finalement, Vauban les a absorbés et a utilisé leur pouvoir pour lancer une frappe de foudre sur Godou. Il a également utilisé ce pouvoir pour empêcher les filles d'intervenir quand il a lancé un autre éclair sur Godot. Ce dernier a réussi à le bloquer, mais a été renversé par la force de l'impact. Alors que Godot était allongé par terre, se sentant vaincu, il a entendu des voix l'exhorter à se lever. Rassemblant ses forces, il a puisé son pouvoir de l'incarnation d'une chèvre et a lancé un éclair sur Vauban, qu'il a dévié avec succès. Malheureusement, Godot est tombé par terre, épuisé. Alors, Vauban a commencé à se recharger et juste avant de lancer une autre attaque éclair, les filles entouraient Godot. Ils ont canalisé leur pouvoir en lui, mais malheureusement, cela n'était pas suffisant jusqu'à ce que les soldats morts de Vauban commencent également à canaliser leur énergie en lui. Ils ont supplié Godot de venger leur maître pour les avoir forcés à obéir à ses ordres, même après leur mort. Avec ce regain d'énergie, Godot a pu lancer une énorme boule de foudre sur Vauban, mais Vauban est resté indemne et a essayé d'attaquer Godot à nouveau. Heureusement, le soleil a commencé à se lever et une fois qu'Erika l'a souligné, Vauban a accepté sa défaite et est parti. Après son départ, ses serviteurs morts ont commencé à disparaître aussi, mais ils ont remercié Godot de les avoir libérés. Après la disparition du dernier serviteur, Yuri s'est affaissé. Liliana a expliqué que la chèvre puisait non seulement dans la volonté de quelqu'un, mais aussi dans sa source de vie. À ce moment-là, Erika est tombée à genoux et a commencé à tousser, alors Godot s'est précipité pour voir ce qui se passait. Cependant, dès qu'il s'est mis devant elle, elle l'a attiré pour un baiser, disant qu'elle n'allait pas laisser seulement Yuri s'amuser. Quelques semaines plus tard, Godot et ses filles sont partis en Italie pour les vacances d'été et ont passé du temps à la plage avec Lucrezia. Comme prévu, ça a un peu dégénéré avec Erika qui essayait activement de rendre Godot tout excité et Lucrezia prouvant qu'elle était une MILF certifiée. Chacun essayait de prouver à l'autre qu'il était le meilleur conjoint pour Godot en tirant sa tête entre leurs lourds sacs de lait. Ce soir-là, Liliana a appris que ses collègues chevaliers avaient perdu Salvatore de vue, ce qui l'inquiétait au sujet de leurs problèmes croissants. Ils avaient besoin de son aide, même s'il pouvait être un gros casse-tête. Pendant ce temps, à la maison de plage, Godot s'éclipsa discrètement pendant que les filles et Lucrezia dormaient profondément. Alors qu'il se dirigeait vers sa destination prévue, il rencontra de manière inattendue Athéna. Curieux de sa présence, il lui demanda pourquoi elle était venue. Elle lui rappela qu'il était entré sur son territoire. Godot rétorqua que ce n'était pas une raison suffisante pour qu'elle l'approche, mais Athéna l'assura qu'elle n'avait pas l'intention de se battre, ce qui le laissa perplexe. Sentant sa confusion, elle expliqua qu'une bataille approchait et qu'elle voulait discuter avec lui puisqu'il était à proximité. Godot ne comprit toujours pas son intention jusqu'à ce qu'elle le conduise sur un bateau et se dirige vers une mystérieuse lumière brillante. Quelques instants plus tôt, Salvatore était tombé sur un tunnel souterrain protégé par le sceau d'une sorcière. Cependant, comme la magie ne l'affectait pas, il a traversé directement. Au centre de la pièce, il a trouvé un pilier lumineux d'où il pouvait ressentir le pouvoir d'un dieu. Lorsqu'il a tendu la main pour le toucher, Liliana est arrivée et lui a dit de ne pas le faire, alors il a demandé si elle n'était pas curieuse du sceau d'Héra. Il s'appelait l'Héraïon, mais Liliana ignora sa question et dit que depuis que le Gorgonéon avait été trouvé, la force magnétique autour du pilier avait augmenté. Salvatore admit que s'il avait su qu'Athéna apparaîtrait, il aurait pris les choses en main. En parlant, il sortit son épée et la pointa vers le pilier, la poussant à le supplier de ne pas faire quelque chose de stupide. Salvatore lui a expliqué que rester simplement à côté du pilier sans rien faire était ennuyeux. Liliana a essayé de le faire changer d'avis en disant que son épée magique n'était pas assez puissante pour couper à travers le sceau d'une déesse, mais il l'a assuré qu'il n'y avait rien que sa lame ne pouvait couper. Au moment où il a coupé le pilier en deux, une puissante lumière verte a jailli à travers le toit et s'est finalement transformée en Kaito. Depuis le bateau, Godot a demandé à Athéna quel type de dieu était le dragon, et elle lui a dit que c'était une bête divine. Cependant, de retour à l'endroit où le dragon avait été libéré, Liliana a vu quelque chose frapper le dragon avec la foudre et le faire tomber du ciel. Avant qu'elle puisse s'approcher, un dieu est apparu et s'est présenté comme Persée, le légendaire tueur de dragons. Liliana le supplia de ne pas tuer le dragon car il était né de l'énergie de l'île et pourrait causer des problèmes s'il mourait. Mais Persée refusa la demande, déclarant que c'était son devoir.
Elle a ensuite demandé s'il ne se souciait pas de ce qui arriverait à l'île s'il devait tuer le dragon. Persée a répondu que c'était un petit prix à payer pour accomplir sa noble tâche alors qu'il levait son épée. C'était presque comme si le dragon le comprenait, car il a tenté d'incinérer Persée avec son souffle ardent. Persée a rapidement esquivé, réussissant à taillader le dragon plusieurs fois. Cependant, juste au moment où il allait porter le coup fatal, Athéna est intervenue. À ce moment-là, Godot est arrivé et Liliana l'a accusé d'avoir amené Athéna sur l'île, mais il l'a assuré que c'était elle qui l'avait convoqué. Athéna a alors absorbé le dragon, ce qui a poussé Persée à se concentrer sur elle. Avant qu'une confrontation ne puisse avoir lieu, Godot se précipita, les suppliant de ne pas se battre. Un seul regard sur Godot suffit à Persée pour réaliser qu'il n'était pas un humain ordinaire. Persée dit à Godot qu'il le considérait comme un ennemi, car il était un adversaire royal qui avait combattu d'autres héros d'acier. Athéna déclara alors qu'elle se retirerait, permettant aux deux de régler leurs différends. Juste avant qu'il ne puisse lancer une attaque, Liliana a activé ses capacités de vol et a rapidement emporté Godot. Il l'a exhorté à revenir car il ne voulait pas qu'une bataille entre les deux dieux éclate. Mais Liliana a insisté sur le fait que Persée était plus intéressé à le combattre, alors il devait à gagner du temps. Finalement, ils sont allés dans un endroit avec des bâtiments en ruine et Godot a demandé à Liliana ce qui s'était passé. Alors, elle a expliqué que Salvatore avait brisé le sceau des rats et avait libéré le dragon. Elle lui a dit qu'il devait trouver un plan pour se débarrasser de Persée, et il a dit qu'il avait besoin d'informations sur lui pour pouvoir utiliser son épée. Liliana a proposé d'utiliser sa magie d'enseignement pour le remplir d'informations, mais il a expliqué que la magie n'avait pas d'effet sur lui de l'extérieur. Quand elle a insisté pour qu'il lui dise ce qu'il voulait dire, il a lâché qu'ils devaient s'embrasser. En entendant cela, Liliana s'est effondrée, car il était hors de question qu'elle embrasse Godot. Au moment suivant, Persée arriva et défia Godot, mais Liliana s'interposa, insistant qu'elle combattrait pour Godot, car elle ne pouvait pas faire ce qui était nécessaire pour invoquer son épée. Lorsqu'elle chargea, Persée arrêta facilement son épée avec la sienne, poussant Godot à invoquer l'incarnation de son sanglier, car il ne voulait pas que le héros arrogant la blesse. Le puissant sanglier est sorti de la terre et les a soulevés tous les trois dans les airs. Alors qu'il sautait, Godot a plaqué Persée et l'a jeté du dos du sanglier avant qu'il ne retombe au sol. Il a ensuite essayé de se déchaîner, mais Godot lui a ordonné de rester immobile jusqu'à ce que Persée revienne sur son cheval et lui ordonne de retourner. Lorsque tout s'est effondré en morceaux, Liliana a attrapé Godot et ils ont volé en lieu sûr pour éviter qu'il ne tombe et meure. Godot ne comprenait pas comment il avait pu sceller son autorité, mais n'avait pas le temps de s'attarder dessus, car Persée a commencé à leur tirer des flèches. Il a tenté de fuir avec le pouvoir du rapace, mais Persée a réussi à sceller ce pouvoir aussi. Avant que Godot ne puisse réagir, Persée a tiré une flèche directement dans sa poitrine et il est tombé mort au sol. Choquée, Liliana s'agenouilla à côté du corps sans vie de Godot, peinant à comprendre ce qui s'était passé. Elle se leva rapidement et confronta Persée alors qu'il se préparait à frapper à nouveau. Juste à ce moment-là, Athéna apparut et le poignarda dans le dos avec sa faux, insistant sur le fait que la vie de Godot lui appartenait de terminer. Lorsque Persée demanda si Godot ressusciterait, Athéna confirma qu'il le ferait. Réalisant qu'il était trop blessé pour la combattre, Persée décida de battre en retraite et de se rétablir avant de faire face à Godot à nouveau. Une fois qu'il fut parti, Athéna demanda à Liliana d'informer Godot à son réveil quelle serait celle qu'il finirait. Pendant que tout cela se passait dans le monde réel, Godot était dans le vide avec Pandore, qui était venu à nouveau à sa rencontre. Il lui demanda alors pourquoi il était de retour ici. Pandora a expliqué que pour que le pouvoir du bélier s'active pleinement, il devait mourir complètement. Elle lui a aussi dit qu'une fois qu'il serait revenu dans le monde des vivants, les choses seraient difficiles. Mais quand elle a essayé d'expliquer comment il vaincrait Persée, il s'est réveillé. Cela a rempli Liliane de soulagement. Cependant, elle l'a quand même grondé de s'être laissé mourir. Quand elle s'est rendue compte qu'elle avait parlé sans réfléchir, elle s'est agenouillée et s'est excusée. Mais Godot lui a dit de ne pas le faire. Il a accepté la responsabilité de sa mort, disant que c'était son erreur qui y a conduit. Mais elle a soutenu que si elle avait accepté de l'embrasser, il ne se serait pas blessé du tout. Après avoir dit cela, elle lui a dit qu'elle se ferait seppuku pour payer ses péchés. Juste à ce moment-là, une fille portant un uniforme de domestique est entrée et s'est présentée comme Karen. Elle leur a dit que Liliana l'avait regardée toute la nuit, mais Liliana a affirmé qu'elle l'avait fait parce que c'était son devoir en tant que chevalière. Avec un sourire complice, Karen a révélé que Godot était en voyage avec Erika et Yuri, et qu'ils avaient rejoint Lucrezia qui se comportait comme la maman gâteau de Godot. Lorsqu'elle a mentionné que Godot n'avait cessé de les applaudir tout au long du voyage, Liliana a failli avoir une crise cardiaque. Godot a essayé de réfuter les affirmations de Karen, mais Liliana a refusé d'écouter et l'a accusé d'être un cochon cultivé sans vergogne. Elle a demandé si une femme ne suffisait pas à satisfaire ses désirs sales, et Karen a répondu que non. Elle a juré que Godot voulait même l'ajouter à son harem grandissant et qu'il adorerait qu'elle joue un air sur sa flûte.
Le moment suivant, cette fille naïve a commencé à se déshabiller et a dit à Godou qu'il pouvait avoir son corps, mais pas son cœur. Pendant ce temps, sur l'île où se trouvaient Erika et les autres, tous les appareils électroniques, les voitures et les bateaux avaient cessé de fonctionner. Erika a dit à Yuri qu'après avoir reçu un appel concernant ce qui est arrivé à Godou, son téléphone a cessé de fonctionner. De retour à Naples, Godou a essayé d'appeler Erika mais n'a pas pu la joindre. Karen a demandé à Liliana ce qu'il devrait faire ensuite, mais comme Liliana se sentait encore gênée, elle les a ignorés. Quand Godou lui a assuré que tout allait bien, elle s'est brusquement levée et a frappé le mur. Elle a insisté sur le fait qu'il devait se concentrer sur l'arrêt de Persée, ce qui a rappelé à Godou comment il avait scellé son autorité. Liliana a souligné que son nom pouvait suggérer qu'il venait d'un pays oriental, mais elle n'était pas certaine lequel cela pouvait être. Godou souhaitait qu'Erika et les autres soient avec eux, mais tout ce que Liliana entendait était sa mention d'Erika. Remarquant que Liliana s'agitait, Karen a suggéré à Godou de sortir sur le balcon pour prendre l'air frais. Une fois qu'il est parti, elle s'est tournée vers Liliana et a remarqué que c'était sa chance de conquérir Godou, puisque Erika ne serait pas là pour les interrompre. Elle a souligné que leur organisation n'avait jamais été d'accord avec celle d'Erika, et quand Erika est devenue la chevalière de Godou, cela a fait pencher la dynamique de pouvoir en faveur de l'organisation d'Erika. Karen a juré que ce n'était pas une coïncidence si elle combattait aux côtés de Godou, et Liliana a presque commencé à croire ses paroles. Cependant, elle a réalisé que le fer était illusoire et s'est excusée pour prendre l'air. Sur le balcon, Godou a remarqué un livre par terre, alors il l'a ramassé et l'a ouvert. Les mots étaient en italien, mais il pouvait les lire parce que depuis qu'il est devenu un, il a réalisé que celui qui le possédait était un aspirant écrivain de contenu cultivé. À l'instant suivant, il a senti une lame dans son dos et a entendu Liliana dire qu'elle l'enverrait aux enfers pour avoir découvert son secret. Godou implorait pour sa vie, mais elle l'a tiré vers le bord de la rambarde et a tenu l'épée à sa gorge. Heureusement, Athéna est arrivée juste à ce moment, empêchant Liliana de l'achever définitivement. Après que Liliana se soit calmée, ils sont allés avec Athéna à la plage et Godou lui a demandé d'expliquer comment Persée avait annulé son autorité. Athéna a dit à Godou que pour en savoir plus, il devait lui rendre un service. Mais Liliana est intervenue, le mettant en garde contre l'accord dangereux. Imperturbable face à son intervention, Athéna a dit qu'il pouvait la contacter s'il changeait d'avis. Plus tard, Liliana et Godou sont retournés au quartier général et ont essayé d'en savoir plus sur Persée à partir de quelques livres. Mais Liliana s'est laissée distraire et a commencé à rêvasser à elle et Godou ensemble. Espérant se débarrasser des images mentales, elle est sortie de la pièce pour se changer les idées. À son retour, elle a proposé du thé à Godou et après qu'il en ait pris une gorgée, il a crié de douleur et a laissé tomber la tasse. Liliana s'excusa rapidement de lui avoir administré des médicaments, expliquant que c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour se préparer à ramener le thé d'Athéna chez elle. Lorsqu'elle atteignit la plage, Athéna était déjà là, alors Liliana lui demanda ce que Perseus utilisait pour neutraliser l'autorité de Godou. Athéna a commencé à parler en parabole que Liliana avait du mal à comprendre. Soudain, Liliana a reçu une vision. Réalisant ce qui s'était passé, Athéna est apparue devant Liliana et l'a informée qu'elle ne la laisserait pas retourner chez Godou. Si Godou n'était pas arrivé à temps, on ne sait pas ce qu'Athéna lui aurait fait. Bien que faible, Godou a affronté Athéna, déclarant qu'il la combattrait si elle osait toucher Liliana. Cela fit reculer Athéna. Athéna a expliqué que l'individu qui a lié Persée à l'Est et au dieu du soleil était leur ancêtre, qui a fondé un empire. Mais à ce moment-là, Godot était inconscient. Pendant ce temps, Erika, Lucrezia et Arianna avaient été attachés par Salvatore, qui a admis qu'il était celui qui avait coupé tout le courant et les gadgets sur l'île parce qu'il ne voulait pas qu'ils interfèrent avec le combat de Godot. De retour à Naples, une flèche a frappé le mur à côté de la tête de Godot et s'est transformée en pièce d'argent. Lorsque Godot l'a touché, un message de Persée s'est activé, lui demandant de le retrouver pour terminer leur combat. Après cela, Godot et Liliana ont rapporté la pièce message de Persée au quartier général. Et après que Karen l'ait écouté, elle a sorti quelques livres. Elle a dit à Liliana que la meilleure façon d'aider Godot à comprendre l'autorité de Persée était de l'embrasser et de transférer la connaissance. Mais Liliana a refusé de le faire. Cela a conduit Karen à la taquiner d'être une prude et à parler de la façon dont Erika aurait sauté sur l'occasion. Se sentant un peu mal à l'aise à propos du sujet, Godot a simplement souri et s'est excusé, disant qu'il allait aux toilettes. Après son départ, Karen a essayé de convaincre Liliana que tout ce qui se passait était par la volonté du destin, mais Liliana n'était pas aussi délirante qu'elle et a refusé de l'accepter. C'est également à ce moment-là qu'ils ont remarqué que Godot prenait beaucoup de temps dans la salle de bain. Ailleurs dans la ville, Godot est descendu d'un bus, mais avant qu'il ne puisse marcher loin, Liliana a parlé depuis un lampadaire, demandant où il allait. Ils ont trouvé un endroit pour s'asseoir, et il lui a dit qu'il ne voulait pas la forcer à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas. Liliana a insisté sur le fait qu'en tant que roi, il pouvait lui ordonner de faire ce qu'il voulait, mais il lui a dit qu'il ne serait pas comme Vauban, qui l'avait forcé à faire des choses qu'elle n'aimait pas. Il s'est ensuite levé pour partir, mais s'est arrêté lorsqu'une flèche est arrivée vers eux.
Quand ils ont regardé dans la direction d'où cela venait, ils ont vu Persée qui a dit qu'il était venu pour qu'il puisse continuer le combat. Plus tard, Godot se tenait à regarder pendant que Persée parlait à une foule qui ne cessait de louer le dieu héros. Quand il s'est enfin tourné vers Godot, il lui a demandé s'il était prêt pour une raclée royale. Et Godot lui a dit de ne pas se leurrer en croyant qu'il gagnerait. Étant le gars arrogant qu'il était, Persée a déclaré que leurs armes parleraient pour eux. Godot a convenu que c'était la meilleure option, puis a choisi une incarnation à utiliser pour le combat. Alors que Godot et Persée se livraient à une bataille acharnée, Persée a utilisé ses pouvoirs pour envoyer sceller les pouvoirs de Godot. Il a ensuite envoyé Godot voler dans un bâtiment voisin avec une flèche, alors Liliana s'est précipitée pour le vérifier et a ressenti du soulagement quand elle a vu qu'il n'était pas gravement blessé. Cependant, elle lui a demandé ce qu'il comptait faire, et il a répondu qu'il improviserait car il était le seul à pouvoir s'opposer à Perseus. Agacée, elle l'a tiré pour l'embrasser, et après qu'ils se sont séparés, elle lui a demandé d'arrêter d'être têtue et l'a supplié de la laisser l'aider, car c'était la seule façon de vaincre Perseus. Finalement, il a accepté, alors elle lui a dit de l'embrasser, car elle pensait qu'il serait mal de sa part d'initier le baiser. Dehors, Persée se préparait à tirer une autre flèche pour attirer Godot, quand il a remarqué une lumière vive qui a tout englouti. Soudain, Godot est apparu devant lui, portant Liliana. Godot lui a dit qu'il savait qu'il n'était pas Persée, mais Mithra. Il a expliqué que la raison pour laquelle il a pu sceller son autorité était que Vérétragna l'avait déjà servi. Persée a été impressionné que Godot ait découvert sa véritable origine, mais cela ne l'a pas empêché d'attaquer. Godot a bloqué toutes les attaques de Persée jusqu'à ce que son épée devienne très grande, lui permettant de l'utiliser pour bloquer la prochaine flèche de Persée. Godot a réussi à renvoyer la flèche, surprenant Persée avant qu'il ne soit transporté de retour dans le monde réel. Persée a félicité Godot d'avoir détruit son arc, mais ensuite, il a invoqué son épée et l'a chargée. Persée l'a frappé au sol et l'a poignardé à l'épaule avec son épée. À la surprise de Persée, Godot a attrapé la lame avec sa main libre. En invoquant l'incarnation du chameau, Godot a utilisé sa force pour donner un coup à Persée. Liliana s'est précipitée aux côtés de Godot et il a expliqué qu'il avait laissé Persée le blesser afin de pouvoir activer l'incarnation du chameau. À ce moment-là, Persée est revenu, remarquant Liliana. Il a croisé son regard et l'a hypnotisé, après quoi il lui a ordonné de tuer Godot. Immédiatement, Liliana a commencé à attaquer Godot, et peu importe combien de fois il a essayé de la raisonner, elle a continué à attaquer. Après un moment, elle a échangé son épée contre un arc et des flèches, mais Godot a refusé de quitter sa place et a crié son nom. Étonnamment, au moment où elle a lâché les flèches, elles sont passées devant lui et ont atteint Persée. Réalisant qu'elle était revenue à elle-même, Godot a immédiatement couru pour vérifier son état et elle lui a dit que sa voix l'avait ramené à la réalité. En même temps, Persée a enlevé la flèche qui l'avait frappé et a dit qu'il avait sous-estimé le pouvoir de l'amour. Néanmoins, il n'était pas prêt à accepter la défaite. Et pendant que les deux se battaient, Liliana se préparait à tirer ses flèches. Quand elle trouva une ouverture, elle lâcha les flèches, mais Perseus les esquiva toutes. Cependant, il n'était pas préparé quand l'une d'elles revint et frappa son épaule, car l'une des flèches agissait comme un boomerang. Immédiatement, Godot la frappa, la coinçant plus profondément dans son épaule et dans le pilier derrière lui. Il a ensuite invoqué le sanglier et l'a lancé sur Persée avec toute la force qu'il avait avant de s'effondrer d'épuisement et à cause de ses blessures. Liliana a essayé de le soigner en l'embrassant, mais Athéna est soudainement apparue et a proposé de le guérir pour s'excuser de l'avoir entraîné dans ses ennuis. Mais Athéna s'est penchée et l'a embrassé. Après l'avoir guéri, elle l'a embrassé encore une fois, remarquant que c'était un cadeau. Avant de partir, elle a demandé à Liliana d'informer Godot qu'il se reverrait. Pendant ce temps, dans une ruelle, Persée a été attaqué et avalé entier par Athéna. Le lendemain matin, alors que Liliane épluchait des pommes pour Godot, Erika et Yuri sont arrivés. La première chose que la fille violente, Erika, a faite a été de tenter d'attaquer Godot, mais Liliane est intervenue. Elle a ensuite demandé à Erika pourquoi elle voulait blesser son maître. Mais avant qu'Erika ne puisse répondre, Yuri a félicité Godot d'avoir vaincu Persée. Le moment suivant, Karen et Ariana sont entrées pour dire bonjour, et dès qu'elles sont parties, Erika a demandé à Godot s'il avait embrassé Liliana. Godot l'a confirmé et lui a dit que c'était le seul moyen pour lui d'obtenir les connaissances dont il avait besoin. Mais elle s'est fâchée et l'a traité de séducteur sans scrupules. Quelques jours plus tard, une fille a rendu visite à Yuri, exprimant sa déception qu'elle n'ait pas accompli sa mission. Yuri était censée devenir la concubine de Godot, mais à cause d'Erika, elle n'a pas accompli la tâche. Remarquant les sentiments de Yuri pour Godot, la fille lui a demandé de jouer le rôle de sa mère porteuse et de se concentrer sur le passage du train de Godot à travers son tunnel, promettant qu'elle élaborerait un plan approprié pour le faire. Plus tard, lors du déjeuner, Shizuka a regardé Liliana essayer de donner un sandwich à son frère. Fatiguée de regarder cette situation embarrassante, dès qu'elle l'aperçut, elle demanda à Erika et Yuri s'ils avaient accepté Liliana dans leur harem non officiel. Ils racontèrent comment elle s'était présentée à la classe comme sa promise, et avait même utilisé ses pouvoirs pour s'assurer qu'elle s'asseyait à côté de lui en cours. Comme si cela ne suffisait pas, elle passait tous les jours à la maison pour le prendre comme s'il avait besoin d'un chauffeur.
Erika est allée jusqu'à affirmer que Liliana était complètement folle de Godo, ce qui a amené Shizuka à réprimander Godo pour s'être engagé dans de tels actes sans être marié d'abord. Pendant que Shizuka faisait des reproches à son frère, Erika remarqua que Yuri observait la façon dont Liliana était avec Godo. Elle lui conseilla alors de ne pas s'inquiéter, car Liliana ne serait toujours rien de plus qu'une chevalière pour Godo. Après les cours, alors que Godo lisait la note qu'il avait trouvée dans son bureau, Liliana est soudainement apparue à côté de lui. Elle a insisté pour l'accompagner au salon de thé. En arrivant au salon de thé, Godo a été accueilli par Shishua Nina, sa nouvelle servante, qui a mentionné qu'on lui avait ordonné de l'épouser comme Yuri. En buvant du thé, Godo a remis en question la nécessité du mariage. Ina a soutenu qu'il n'y avait rien de mal à cela, notant qu'il avait déjà 3 maîtresses, sans compter Lucrezia. Godo a insisté sur le fait que les filles étaient juste amies, ce qui a poussé Ina à demander s'il avait vraiment mis Yuri dans la friendzone. Quand il a dit oui, elle a demandé à Yuri si elle était d'accord avec ça, et Yuri a dit que tant que c'était ce que Godo voulait, cela ne la dérangeait pas. Liliana a ensuite demandé à Ina pourquoi elle essayait de perturber la vie de Godo. Quand Ina lui a répondu, elle s'est adressée à elle en l'appelant numéro 2, et Liliana a demandé pourquoi, alors elle a dit que c'était parce qu'elle était la deuxième plus forte. Ina a expliqué que même si elles étaient à égalité dans le combat, Liliana raisonnait presque toujours comme un chevalier. Liliana s'est offensée, mais Ina a dit qu'elle essayait seulement de clarifier les faits et a appelé le nom d'Erika, ce qui leur a fait réaliser qu'elle regardait. Elle a ensuite dit à Erika qu'elle voulait lui parler de quelque chose. Alors, Erika a suggéré qu'elles aillent dans un endroit privé pour le faire. Peu de temps après, Godo, Yuri et Liliana se tenaient près des portes de l'école en attendant Erika. Retour. Quand elle est arrivée, il a invité les filles à manger avec lui, mais elles ont toutes refusé, prétendant avoir un engagement préalable. Le lendemain, pendant le déjeuner, alors que Shizuka et Godo mangeaient sur le toit, Erika est venue inviter Godo à sortir avec elle. Alors, Shizuka est partie en colère. Quelques jours plus tard, alors qu'Erika se préparait pour son rendez-vous, elle a appelé Liliana et lui a dit qu'elle avait un rendez-vous avec Godo, ce qui l'a fait paniquer. Après avoir raccroché, elle a appelé Yuri et lui a dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Plus tard, elle est allée chercher Godo chez lui et ils sont allés dans un magasin de lingerie car Godo n'avait pas réussi à choisir un endroit approprié pour leur rendez-vous. Alors qu'Erika essayait quelques pièces, elle demanda à Godo quelle pièce il préférait et il commença à paniquer. Pour le reste de la journée, ils sont allés dans différents restaurants et ont essayé différents plats avant de finir dans un parc où Erika lui a dit qu'elle savait où elle voulait que leur rendez-vous se termine. Pendant ce temps, Liliana a visité le sanctuaire pour parler à Yuri, s'interrogeant sur son calme alors que Godo était seul avec Erika. Yuri la rassura qu'Erika ne ferait pas de mal à Godo, mais Liliana se demandait si Yuri se souciait encore de lui. Yuri expliqua que malgré leur longue amitié, Godo la voyait seulement comme une amie, quelqu'un pour qui il valait la peine de risquer sa vie. Liliana a alors demandé si Erika avait dit la même chose, et Yuri l'a confirmé. De retour en ville, Erika a emmené Godo à l'endroit où il a combattu Athéna, mais il ne comprenait pas pourquoi elle voulait y aller. Elle a ensuite expliqué que cet endroit occupait une place spéciale dans son cœur, car c'était le lieu de sa première victoire. Elle lui a aussi dit que ce n'était pas bien de qualifier ceux qui s'étaient battus avec lui de simples amis. Quelques minutes plus tard, Ina est arrivée et a dit à Godo qu'elle et Erika allaient avoir un duel en tête-à-tête. Quand il a demandé pourquoi, Erika lui a simplement dit qu'il ne pouvait pas intervenir, puis elle a changé de tenue. Au moment où Ina a dégainé son épée, Yuri a senti son énergie et a rapidement quitté le sanctuaire avec Liliana sur ses talons. Alors que les deux filles se battaient, Godo a demandé pourquoi elles essayaient de se faire du mal, et Erika a dit qu'elle ne faisait que se défendre car Ina était déterminée à l'éliminer. Et pour appuyer cela, en disant qu'un roi japonais méritait d'avoir une maîtresse japonaise et non une femme italienne, ce qui a surpris Godo. Lorsque les filles se sont précipitées l'une vers l'autre à nouveau, Godo s'est interposé entre elles. Erika l'a grondé pour avoir été imprudent, cependant il a dit que c'était le seul moyen de les arrêter. Mourant. Il leur a demandé de laisser tomber leurs épées, mais Ina a refusé et son épée a commencé à briller, provoquant une réaction des pouvoirs de Godo, car elle pouvait partiellement utiliser son corps pour canaliser des pouvoirs divins. Lorsqu'elle a essayé de frapper Erika, Godo a saisi la poignée et un portail s'est ouvert sous ses pieds. Après que Godo soit passé par le portail, Erika a attaqué Ina, exigeant de savoir où il était allé. Elle a répondu qu'il était dans l'autre monde, puis a repoussé Erika. Cela a donné à Erika l'occasion de sauter dans le portail lorsqu'elle a réalisé que Godo était toujours en vie. Ina a aussi sauté après elle parce qu'elle était déterminée à ne pas perdre face à Erika. Pendant ce temps, Shizuka était à la maison en train de regarder la télévision quand Athéna est tombée à travers le plafond et a demandé où était Godo. En même temps, Dora l'exploratrice, je veux dire Godo, marchait à travers une forêt dans l'autre monde quand il est tombé sur une maison en bois. En entrant dans la maison, Godo a rencontré un homme qui s'est présenté sous le nom de Susanoo, le grand-père d'Ina. Reconnaissant d'avoir rencontré l'homme,
Godu a demandé où ils étaient et Susanoo lui a révélé qu'ils étaient dans le monde souterrain. Soudain, Godu fut assailli par des visions du passé de Susanoo et lorsque les visions cessèrent de défiler dans sa tête comme si c'était le dernier film à succès de la semaine, il remarqua qu'il avait une épée en main. Susanoo expliqua alors que le monde souterrain avait le pouvoir de révéler à tous ceux qui y entraient à la fois le passé et le futur. Il a demandé à Godu s'il voulait se battre contre lui, mais avant que Godu puisse répondre, Susanoo lui a dit que la question était une blague. Cependant, il a dit qu'il voulait transférer une partie de ses pouvoirs restants à Ina. À la mention du nom d'Ina, Godu a demandé à Susanoo si les filles étaient toujours en vie, et il l'a assuré qu'elles l'étaient. Il a dit qu'il se battait encore quelque part dans le royaume des ombres et lui a même montré la scène à travers un pot d'eau. Inquiet, Godu a demandé à Susanoo de l'y emmener, mais il a refusé et a plutôt dit à Godu de visualiser les filles dans son esprit, disant que s'il le faisait, il serait transporté instantanément vers elles. Alors que le combat entre les filles continuait, Ina réussit à repousser Erika avant d'invoquer le dieu habitant son épée et de le laisser prendre le contrôle de son corps. Après sa transformation, elle absorba le mana d'Erika et tenta de porter un coup final. Pendant ce temps, sur Terre, Yuri a réussi à utiliser ses pouvoirs pour découvrir où étaient allés Godu, Erika et Ina. Elle a demandé à Liliana s'il y avait un moyen de les récupérer, et Liliana a dit que oui. Cependant, il n'avait pas les ingrédients nécessaires pour réaliser le rituel d'ouverture d'un portail. Juste à ce moment, Amaterasu est arrivé et a dit qu'il pouvait les aider. Mais Liliana l'a accusé d'être à l'origine de ce qui s'est passé. Amaterasu lui a assuré qu'il voulait le retour de Godu autant qu'eux parce qu'ils avaient besoin de son aide. Cela a poussé Yuri à demander quel était le problème et il a expliqué que des choses étranges se passaient dans le monde entier. Dans le monde souterrain, Godu est arrivé juste à temps pour sauver Erika. Et après lui avoir dit de tout lui laisser, il a affronté Ina. Cependant, il a vite réalisé qu'Ina n'était pas aux commandes, et l'épée a révélé qu'elle avait pris le contrôle de son corps. Immédiatement, Godu prononça les mots pour activer son autorité, et la zone fut enveloppée de sa lumière dorée, utilisant les épées plus petites jusqu'à ce que le corps d'Ina devienne faible, la forçant à fuir. Quand Godu s'est retourné, il a trouvé Erika inconsciente, alors il s'est précipité vers elle pour l'aider. Quelque temps après, Erika s'est réveillée, mais elle était encore très faible, alors Godu a décidé de l'emmener à Susanoo. Cependant, il n'arrivait pas à se le représenter correctement dans sa tête et continuait à être transporté dans différents endroits. Pendant ce temps, chez Godu, Shizuka et Athena discutaient quand elles ont entendu à la télé que des parties du monde étaient enveloppées dans l'obscurité. Avant que Shizuka ne puisse commenter, Athena avait disparu de sa place. De retour dans le Netherworld, Erika savait qu'elle mourrait, alors elle a supplié Godu de s'occuper des autres pour elle. Même si Godu insistait pour qu'elle arrête de dire de telles choses, elle lui a dit qu'elle l'aimait et était triste de le quitter. Il l'a alors tenue dans ses bras et l'a embrassée de tout son cœur, en espérant qu'il pourrait la guérir. Quand ça n'a pas fonctionné, il a commencé à maudire les dieux pour avoir essayé de la lui enlever pour se retrouver dans le vide avec Veretragna, qui lui a dit de prendre son pouvoir et de défier les dieux. Godu a fait ce qu'on lui avait dit et a débloqué la dernière pièce du pouvoir de Ertragna, qui s'est avéré être la jeunesse. Lorsqu'il est revenu vers Erika, il lui a fait promettre de rester à ses côtés quoi qu'il arrive, avant de l'embrasser comme si sa vie en dépendait, ce qui était le cas. Au moment où il a terminé, Erika sentit sa force vitale revenir alors qu'ils étaient allongés ensemble sur la plage. Murakuro est revenu et cette fois il prendrait la forme de Groot sous stéroïdes. Quand Godu a essayé de le combattre, Erika l'a arrêté et a dit qu'elle s'occuperait de la tâche elle-même. Après l'avoir frappé avec un coup puissant, il est tombé en arrière et Ena, qui y était encore attachée, a repris ses esprits. Godu lui a crié et a dit qu'il la sauverait. Mais elle a insisté pour qu'il l'oublie alors que Murakuro essayait de le frapper. Erika a réussi à le bloquer, lui permettant d'activer le pouvoir du Raptor qu'il a utilisé pour atteindre Ena et la tirer dehors. À cause de la façon dont ils sont tombés, Ena s'est retrouvée à califourchon sur lui. Ils ont sauté à part. Après qu'elle ait mis des vêtements, elle l'a remercié de l'avoir sauvé avec un baiser. Erika leur a ensuite demandé de se calmer jusqu'à ce qu'elle achève Murakuro. Mais avant que cela ne puisse arriver, l'endroit où ils se trouvaient a éclaté. Ils se sont ensuite retrouvés au sanctuaire de Yuri et ont pu voir Athena absorber Murakuro. Cependant, une deuxième Athena est apparue et Godu a révélé que la personne qui avait absorbé Murakuro était Métis, la mère d'Athena. Les filles ont demandé comment il était sûr que c'était Métis, alors il leur a dit que Susanoo lui avait parlé d'elle alors qu'il était encore dans le monde des enfers. Selon Susanoo, Métis souhaitait avaler le ciel et plonger le monde dans l'obscurité. Après avoir entendu cela, Yuri souligna que la prophétie annoncée par la princesse Alice concernait Métis et non Athéna comme il l'avait autrefois cru. Métis sort alors l'épée et la transforme en faux avant de se précipiter vers Godu. Heureusement, Athéna le pousse hors du chemin avant qu'elle ne puisse le toucher et Godu demande comment elle peut manier l'arme d'un dieu. Juste à ce moment-là, Yuri a une vision, donc elle explique que c'était parce que l'arme avait été donnée à son propriétaire par un serpent et Métis était un serpent.
Erika a alors ordonné à Godu de prendre Athéna et de partir, car si Métis l'absorbait, le monde resterait dans les ténèbres. Godu a essayé de refuser, mais elle a souligné qu'il ne pouvait pas aller contre Métis, car il avait déjà utilisé son épée d'or une fois ce jour-là. Pourtant, Godu a essayé de la convaincre de le laisser rester et se battre, affirmant que son armure scénaristique assurerait sa sécurité, mais elle a refusé et a dit qu'il devait être leur dernière ligne de défense. Les autres étaient également d'accord avec Erika, promettant à Godu qu'ils feraient de leur mieux pour vaincre Métis et empêcher que la prophétie se réalise. Le moment suivant, Ariana et Amakassu arrivèrent en voiture, et Yuri poussa Godu et Athéna à l'intérieur, mais resta derrière. Alors qu'ils s'éloignaient, Erika dit à Yuri qu'elle aurait dû partir avec Godu, en disant qu'elle ne se souciait pas si c'était elle qui devenait sa maîtresse après sa mort. Yuri a expliqué qu'en raison de ses sentiments pour Godu, elle voulait au moins essayer de le sauver. Erika l'a félicité d'avoir enfin reconnu ses sentiments pour Godu. Soudain, les décombres devant elle se sont mis à trembler, et les filles ont senti le pouvoir de Métis avant qu'il n'éclate à travers les décombres, alors elles se sont préparées à se battre. Pendant ce temps, dans la voiture, Godu a demandé à Amakassu où il se dirigeait, et il lui a dit qu'ils allaient au mont Fuji. Selon lui, la montagne était le point chaud pour tous les phénomènes surnaturels du pays, et elle avait également un pouvoir spirituel spécial protecteur qui pouvait les aider à se cacher de Métis pendant un court moment. Athéna a alors demandé à Godu qui elle était et quelle était l'origine de Métis. Une fois qu'Amakassu a entendu ces questions, il a révélé qu'Athéna avait perdu ses souvenirs et ses pouvoirs au profit de Métis, expliquant que Métis s'était matérialisé à partir du Gorgonéon et avait réussi à absorber tous les souvenirs et les pouvoirs d'Athéna. De retour au sanctuaire, Erika s'est mesurée à Métis, et les filles ont été surprises de voir Erika utiliser les pouvoirs de Godu. Cependant, Erika savait que les pouvoirs ne dureront pas, alors elle s'est poussée à se battre jusqu'à ce que Liliana se joigne à elle. Yuri et Ena ont ensuite utilisé leurs pouvoirs combinés pour retenir Métis en place, permettant à Erika et Liliana de lui porter un coup puissant. Peu de temps après, Godu sentit ses pouvoirs lui revenir, et il pria pour qu'Erika et les autres aillent bien car il ne pouvait rien faire pour eux pendant qu'il se cachait avec Athéna. Athéna lui demanda alors qui était un dieu, il expliqua qu'il les avait toujours considérés comme des personnes fortes et puissantes. Cependant, maintenant qu'il avait rencontré certains d'entre eux, il réalisa qu'ils n'étaient que des enfants. Dès qu'il eut fini de parler, Métis tomba sur eux comme une bombe, détruisant l'endroit dans le processus. Quand la fumée se dissipa, Godu tenta de convaincre Métis de retourner auprès d'Athéna, mais elle refusa et dit que c'était inutile de tenter de la protéger. Godu a dit que cela ne le dérangeait pas parce qu'elle était son amie, ce qui a fait rire Métis alors qu'elle commençait à l'attaquer. Godu a réussi à résister en alternant entre ses pouvoirs. Cependant, Métis a quand même réussi à le toucher et quand Athéna a essayé d'aller vers lui, elle l'a frappé aussi. Mais Athéna a gardé son arme. Elle a ensuite appelé Godu qui a invoqué le cheval blanc pour abattre Métis avec son feu. Malheureusement, cela ne servait à rien car Métis était indemne et elle a attrapé Athéna avant qu'elle ne l'absorbe complètement. Avec Athéna absorbée, Métis reprit sa forme originale et fit face à Godu. En regardant la véritable forme de Métis, Godu lui dit que cela n'avait pas d'importance s'il était plus faible qu'elle, car il continuerait à se battre jusqu'à son dernier souffle. Heureusement, il n'eut pas à le faire car les filles arrivèrent à ce moment-là et chacune d'elles l'embrassa pour le renforcer alors qu'il combattait Métis. Après avoir séparé Athéna de Métis, il a demandé aux filles de lui prêter leur force. Après quoi, il a invoqué le sanglier et l'a lancé sur Métis. À leur grande surprise, Métis l'a repoussé et l'a détruit sous leurs yeux. Quand ses yeux se sont concentrés, elle a essayé d'enseigner à Athéna pour pouvoir l'absorber à nouveau. Godu a immédiatement commencé à courir vers Athéna en criant pour qu'elle se réveille, ce qu'elle a fini par faire. Elle l'a ensuite embrassée et leurs pouvoirs combinés ont créé une grande faux dorée qu'ils ont utilisée pour la couper. Alors que Métis disparaissait, elle dit à Athéna de se rappeler qu'elle était elle-même l'obscurité. Et en même temps, l'obscurité autour du monde s'est dissipée. Avant qu'Athéna ne disparaisse elle aussi, elle promit à Godu qu'elle le reverrait, le laissant se demander si elle avait permis à Métis de l'absorber. Peu après, il s'évanouit et les filles se précipitèrent à ses côtés pour s'assurer qu'il était toujours en vie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder la prochaine vidéo juste ici. De plus, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce point, mettons ceux qui ne l'ont pas vue dans la confusion en commentant Dragon Ball. À la prochaine.